Bonjour Sarah, est-ce que tu pourrais commencer un petit peu par te présenter, d'où tu viens, où tu as milité et ton rapport avec Gaza? Alors, donc, je m'appelle Sarah Katz et à soi tout seul, c'est déjà un peu une réponse à ta question. Katz, c'est un nom qui vient de l'hébreu, qui veut dire Kohen Tzedek, le prêtre de justice. C'est donc le nom de mon père qui venait de ce qui est maintenant la Roumanie, hein, Botocham. Et donc, je suis en partie héritière de l'histoire de ces juifs d'Europe centrale euh, exterminés. Hein. Un des choses que j'ai vécues peut-être de plus traumatiques, lorsque je suis allée à Botocham, la communauté juive existe encore, réduite à une petite poignée. Ils m'ont montré les registres de la communauté juste avant-guerre. Ce sont de gros, gros registres par année. Et puis ce qui restait après la guerre, un très très mince cahier. Ces gens-là ont été exterminés. De leur extermination naît pour moi la volonté, la compréhension, qui était celle qui animait mon père, hein, de dire que ce qui arrive au monde nous importe et que la lutte pour la justice, pour le respect du droit, c'est quelque chose qui est fondamental, non pas seulement pour la vie de chacun, mais pour le futur qu'on va construire. Donc parle-nous maintenant de ton militantisme. Bon, moi je suis enfant de résistants communistes. Hein. Mon père et ma mère, chacun de leur côté, étaient dans la résistance communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. Moi je suis née en 1950, venant d'une famille dont chaque parent pouvait considérer qu'il était un peu un miraculé puisque vivant. J'ai milité, j'ai adhéré très tôt au Parti communiste, j'ai milité jusqu'à mes 32 ans. J'ai fini par quitter ce mouvement plutôt par rage contre la forme parti et la capacité que je ressentais comme militante de faire bouger les lignes, de faire discuter vraiment le fond des problèmes. Je reste très très attachée à ce qui a été l'idéal de ces gens qui m'ont appris la politique et de ce qui était l'idéal de mes parents. L'idée qu'un monde fraternel est possible, qu'en aucun cas l'avenir de l'humanité n'est je te marche sur la tête pour monter plus haut que toi. Voilà, ça c'est resté pour moi très important. J'ai ensuite été essentiellement une militante syndicale. J'ai toujours ressenti un besoin aigu d'être aux côtés du peuple palestinien. Je fais partie, si j'ose dire, hein, des quelques militants français pour lesquels la compréhension de 67 était immédiate. C'est-à-dire on était face à une nouvelle offensive, une espèce de Nakba 2, hein, on termine le travail commencé en 48. Ce qui fait que dès que j'ai été en retraite, en septembre 2009, j'ai passé énormément de temps, autant que possible, en Cisjordanie, puis à Gaza. Raconte-nous justement tes séjours à Gaza. Alors je rentre à Gaza en 2011 dans une situation absolument dramatique puisque c'est le convoi en honneur de Vittorio Arrigoni assassiné à Gaza par des mains palestiniennes. Euh, un mois plus tôt. Je dis par des mains palestiniennes, manifestement dans cette zone grise où les gens font une confusion terrible entre où est la justice, où est le droit, et très certainement manipulé. Voilà. Donc on rentre dans le convoi, on est deux quarts. Je vois très peu de choses, mais je vois des gens, et en particulier un couple, une famille, un médecin particulièrement, docteur Allah, qui me dit tu ne peux pas repartir comme ça, tu dois revenir et tu dois témoigner pour Gaza. Et donc je suis revenue à plusieurs reprises, puis finalement, pendant 3 semestres continus, entre l'automne 2012 et le printemps 2014, habitant dans cette famille, travaillant autant que je pouvais, d'une part sur mes formes de compétences, donc j'ai enseigné à l'université dans le département de français de Ziad Medouk, et puis aussi dans la simple présence auprès des pêcheurs et auprès des paysans. C'est là que j'ai compris, je crois, intimement ce qui était en train de se passer à Gaza, c'est-à-dire un véritable ethnocide. On ne va pas vous tuer jusqu'au dernier parce qu'on ne peut pas, mais on va vous empêcher d'être des êtres humains à part entière, et en particulier on va vous empêcher de produire, d'où l'acharnement contre les paysans et l'acharnement contre les pêcheurs.
Tu peux en dire plus un petit peu sur ce qu'est la prison, la cage de Gaza? Oui, alors Gaza, je me souviens que les premières fois, lorsque j'intervenais retour de Gaza pour quelques semaines, même les militants avaient du mal à toucher du doigt la réalité. Gaza, c'est un camp de concentration, c'est une cage. Il faut bien voir qu'un enfant, un jeune, un jeune adulte, en général, en moyenne, n'est jamais sorti de Gaza. Gaza, c'est 40 km de long, 10 km de large, 360 km², fermé. C'est fermé par terre, par mer et par air. Par terre, ça veut dire que c'est entièrement entouré soit du mur au nord et au sud, soit de la barrière de sécurité, dont je vais reparler parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment assimiler, hein. Et puis c'est fermé par le ciel, d'où viennent les drones qui tuent arbitrairement. Moi j'ai vu une attaque de drone à un moment où il ne se passait absolument rien. Et puis les hélicoptères Apache quand il y a des attaques concertées. Et puis c'est fermé par mer avec les fameuses vedettes de guerre qui sont des vrais chiens de garde de la mer. C'est pas des bateaux ces trucs-là. Ça n'a aucune un bateau, normalement, enfin, ça a des manières d'être dans la mer. La vedette, ça viole la mer, ça viole les bateaux, ça tire sur les pêcheurs. L'un des derniers qui est mort de pêcheurs qu'on n'a jamais retrouvé, la vedette a simplement foncé sur sa barque et a envoyé tout le monde par le fond. Je voulais reparler de la barrière de sécurité parce que c'est une chose... Il faut bien voir que sur les Palestiniens, en particulier sur Gaza, il se met en place tout un système technologique de surveillance des populations qu'on croyait être de l'ordre de la science-fiction, hein, qui a été décrit par des écrivains visionnaires, mais qui est tout simplement en place. Et en particulier, donc, le long de la barrière de sécurité, toute la frontière est, à peu près tous les 200 mètres, je dirais, vous avez une tour. Alors c'est une espèce de champignon, c'est pas si laid que ça à voir, et puis c'est fermé, donc il n'y a pas de danger, et puis ça s'ouvre. Le chapeau du champignon se soulève, les armes sortent et elles tirent. Mais il n'y a personne dans la tour. La personne qui a décidé d'ouvrir et de tirer, elle est dans une salle climatisée à Tel Aviv et elle décide de la vie ou de la mort des paysans en train de travailler sur leur champ. Il faut bien toucher du doigt que quand on dit, bien sûr qu'il faut se battre, je pense, hein, pour le droit des Palestiniens parce que ce droit est bafoué. Mais il faut aussi se battre parce que ce qui se préfigure derrière, c'est l'idée d'une société dans laquelle certains ont tous les droits, droit de vie et de mort, sur tous les aspects de la vie, sur d'autres qui sont en réalité surnuméraires. Et en ce sens, la bataille pour les migrants, la bataille pour les Palestiniens, la bataille pour les droits égaux, la bataille contre le racisme, la bataille contre cette ignoble idéologie suprémaciste qui est en train de relever la tête, c'est la même bataille, et c'est la bataille pour l'avenir. Tu portes le badge UJFP, donne-nous ton rapport avec cette association. Alors, l'Union juive française pour la paix, en fait, j'adhère, je suis à Gaza. Je suis à Gaza, je crois que c'est l'hiver 2012-2013. En stress, hein, tous les militants, on était solidement en stress, c'est difficile. Hein. Et puis je regardais quand on était rentré des champs, quand on avait un petit peu de temps en après-midi ou en soirée, et à l'époque il y avait encore au moins la moitié du temps d'électricité, ce qui n'est plus vrai du tout. Ben, je regardais les sites, je regardais un peu les nouvelles et je me suis aperçue que je regardais de plus en plus souvent le site de l'UJFP et je me disais vraiment, ceux-là ils sont bien. Et voilà, faut les soutenir. J'ai donc adhéré quand j'étais à Gaza et depuis je milite dans cette association, mais je me sens aussi très proche d'ISM France. J'ai milité évidemment avec ISM à Gaza. Voilà, je ne fais pas de mon appartenance une religion, loin de là, mais c'est vrai que je ressens, moi qui suis métisse, hein, à moitié juive, et qui ai autant de respect pour la partie d'origine catholique de ce que je suis, c'est-à-dire par ma mère, que pour la partie d'origine juive. Mais compte tenu de la préemption, de la notion de judéité, par des salopards qui ne sont rien d'autre que des fascistes, dont certaines paroles pourraient très très bien aller dans la bouche de nazis, ben, parce qu'ils font ça, je pense que c'est très important en tant que lié à l'histoire juive de dire, ben non, la judéité c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Tu vas être la seule personne de nationalité française
sur cette flottille de la liberté. Dis-nous ce que ça te fait et parle-nous un petit peu des flottilles en général. Bon, les flottilles, c'est un des exemples de ce que la communauté internationale est capable de faire. Je veux dire, nous, les peuples de la Terre sont capables de faire. C'est une organisation internationale qui met l'accent tantôt sur un pays, tantôt sur l'autre, suivant qui est prêt pour le faire. Les Canadiens ont joué des rôles fondamentaux, les Nordiques, les Suédois, les Norvégiens cette année. C'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, des gens décident d'affréter des bateaux et de briser le blocus de Gaza par la mer. Quand on est à Gaza, on a envie de faire ça parce que la mer, elle est omniprésente à Gaza. C'est 40 km de côte, c'est très beau d'ailleurs. C'est le seul poumon, bien qu'il soit affreusement abîmé et pollué, que peut avoir la population. Donc c'est une idée très logique de venir par la mer. Et ça a été victorieux en 2008. C'est comme ça que Vittorio Arrigoni était arrivé à Gaza. Depuis, la marine israélienne s'autorise à attaquer toutes les flottilles les unes après les autres en eau internationale, ce qui est un déni complet de justice. Mais pour que Israël respecte la justice, il faudrait peut-être que la communauté internationale, au sens des États, dresse la voie, et elle ne le fait pas. En 2010, c'était le Mavi Marmara, ils sont tout simplement descendus sur le bateau, ils ont tiré à vue sur les gens qui se pressaient sur les ponts inférieurs, ils ont laissé 10 morts. Ensuite, ils se sont contentés, entre guillemets, d'arraisonner les bateaux, c'est de la pure piraterie, d'arraisonner les bateaux en eau internationale, de les emmener dans un port israélien, et jusqu'ici, ils ont emprisonné puis expulsé les équipages. Avec un Claude Eostic qui était sur un des bateaux, qui est une des historiques des flottilles en France, me racontait en riant que le chef d'accusation qu'ils ont eu lorsqu'ils ont été arraisonnés en haute mer, emmenés de force en Israël, c'est entrer illégalement sur le territoire israélien. Bon. Pourquoi ils gêneraient, hein, puisque aucune force ne se met en travers. Alors on pourrait dire, hein, depuis tant d'années que les flottilles tentent d'entrer, normalement elles devraient pouvoir, parce que sur tous les bateaux qui ont été saisis, jamais on a trouvé la moindre chose suspecte, jamais, jamais. Ça fait 10 ans qu'ils saisissent les bateaux, 10 ans qu'ils voient que les bateaux contiennent ce que nous déclarons qu'ils contiennent, c'est-à-dire soit des matériaux pour Gaza, soit comme pour cette flottille ici, des médicaments. Et il continue à les saisir. Alors pourquoi on s'acharne? Peut-être parce que c'est une manière pour nous de montrer, de rendre visible, de rendre concret ce que ça veut dire un blocus. Un blocus, ça veut dire que des gens sont tenus à l'intérieur, concentrés dans un camp, et que personne ne peut les atteindre. C'est l'idée de la flottille. Maintenant, si on est capable de monter un mouvement d'opinion suffisamment fort, on doit pouvoir passer. Et je voudrais beaucoup que la flottille 2018, elle passe. J'ai des amis à Gaza. Un dernier mot à l'adresse du mouvement de solidarité. Bon, on sent qu'on a plutôt un très bon accueil dans la population, hein, quand on explique la Palestine, quand on se promène avec des t-shirts parlant des droits des Palestiniens. Et pour en revenir à l'UJFP, on sent aussi une vraie attente, un vrai frémissement de bonheur, de plaisir de savoir qu'il y a là-dedans aussi des Juifs. Alors qu'est-ce qu'on peut dire au mouvement de solidarité? Il faut inventer des formes nouvelles, on ne peut pas continuer à être aussi peu alors qu'on sait qu'on peut mobiliser plus de monde. Il faut absolument libérer l'invention, ne pas avoir peur, aller en avant. Les Palestiniens tiennent, mais ils ne tiendront pas éternellement. Nous avons, nous, mouvement de responsabilité, dans le fait d'être capable de créer des initiatives unies, fortes, qui bloquent, qui imposent à nos dirigeants d'abandonner leur complicité, là on a une responsabilité énorme. Merci Sarah, bonne traversée, bonne issue à cette flottille. Merci Pierre.